Bienvenue sur Histoire d'infidélité. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une histoire bouleversante de trahison, de revanche et de justice. Dans les commentaires, écrivez de quelle ville vous nous regardez et quel temps il fait chez vous en ce moment. J'adore lire vos messages du monde entier. Cette histoire vous montrera comment l'argent révèle le vrai visage des gens. Et comment parfois, la vie se charge elle-même de rendre justice. Restez jusqu'à la fin, car le dernier rebondissement est absolument inattendu. Les documents s'étalaient en éventail sur la table, et chaque feuillet semblait se moquer de moi par son caractère officiel. Certificat de droit de succession, extrait du registre immobilier, contrat de transmission de parts dans une société de construction. Oncle Henri, que j'avais vu tout au plus 5 fois dans ma vie, m'avait légué tous ses biens. Un appartement de 4 pièces en plein centre-ville, près de 100 mètres carrés, et 40% des actions d'une entreprise qui construisait des complexes résidentiels dans toute la région. Moi, Quentin Moreau, 32 ans, cadre intermédiaire dans une société commerciale avec un salaire de 2 500 €, je me retrouvais soudain propriétaire d'une fortune. L'ironie, c'est qu'il y a 1 mois, ma petite amie Émilie était partie en me traitant de misérable et de va-nu-pied. Ces mots résonnaient encore dans ma tête comme des gifles. Je me renversai contre le dossier du canapé et fermai les yeux. La mémoire me servit obligeamment l'image de cette soirée cauchemardesque. Émilie se tenait près de la porte, son sac à la main. Son visage était tordu par le mépris et la rage. Elle ne se contenta pas de dire qu'elle en avait assez d'attendre des changements. Non, elle cracha ses mots comme du venin. Qu'elle avait déjà 28 ans et qu'elle refusait de gaspiller sa vie avec un raté. Que toutes ses amies vivaient désormais comme des reines tandis qu'elle croupissait dans ce studio miteux avec un type qui n'arriverait jamais à rien. Je tentais de protester, lui rappeler nos projets, comment nous comptions économiser pour un appartement, mais elle éclata d'un rire hystérique, un rire cruel qui me glaça le sang. Elle hurla que mes rêves de petite employée pathétique ne l'intéressaient pas, qu'elle méritait mieux qu'un misérable qui roulait dans une voiture pourrie et n'avait même pas les moyens de l'emmener dans un restaurant décent. Elle déclara, le regard méprisant, que son amie Caroline allait épouser le propriétaire d'une chaîne de concessions automobiles, que Marine avait reçu une proposition d'un informaticien gagnant 7 000 € par mois, tandis qu'elle, depuis 2 ans, fréquentait un pauvre type, un moins que rien qui louait un studio en périphérie. Ces mots me transperçaient comme des lames. Elle me traita de loque, d'incapable, de déchet humain qui ne méritait même pas qu'elle perde son temps avec lui. Je restais figé, incapable de répondre, tandis qu'elle déversait sa haine. Elle dit qu'elle avait honte de moi, honte de se montrer avec moi devant ses amis, honte d'avoir gâché 2 années de sa vie avec un loser, que j'étais un boulet, un poids mort qui la tirait vers le bas, qu'elle en avait marre de faire semblant que tout allait bien alors que ma médiocrité l'étouffait. 2 années nous avions passé ensemble. Nous nous étions rencontrés lors d'une soirée d'entreprise chez des amis communs, et à l'époque, elle m'avait semblé exceptionnelle, belle, soignée, avec ce sourire léger et ce talent pour entretenir la conversation. Elle travaillait comme réceptionniste dans un salon de beauté, évoluant constamment parmi les gens fortunés. Les premiers mois furent merveilleux. Nous nous promenions le long des quais, allions au cinéma, dînions dans des bistrots modestes. Mais progressivement, je commençais à remarquer des bizarreries sinistres. Émilie me comparait de plus en plus souvent aux autres hommes de son entourage, toujours à mon désavantage. Elle racontait avec des étoiles dans les yeux comment un client du salon avait offert à sa petite amie un bracelet de 3 000 €, comment sa collègue avait reçu une invitation aux Maldives. Chaque récit s'accompagnait d'un soupir pesant et d'un regard chargé de reproches sanglants. Je me sentais rapetissé à chaque comparaison. Je faisais des efforts désespérés, prenais des petits boulots supplémentaires jusqu'à l'épuisement, mettais de l'argent de côté en me privant de tout, lui offrais des fleurs et des bijoux pour les fêtes en roguant sur mes propres besoins. Mais ce n'était jamais assez. Émilie voulait des restaurants avec vue panoramique, des voyages en Europe, une voiture de luxe, des sacs à main hors de prix. Elle n'en parlait jamais directement au début, mais son mécontentement grandissant se lisait dans chaque geste, chaque soupir exaspéré, chaque regard dégoûté. Quand je proposais de louer ensemble un appartement plus grand, elle fit la grimace comme si je lui avais proposé de vivre dans une décharge et dit avec dédain qu'elle ne voulait pas gaspiller sa vie en location comme une clocharde.
Elle avait besoin d'un bien immobilier à elle, de préférence dans un quartier prestigieux avec vue et parking. Je comprenais qu'avec mon salaire, c'était irréalisable avant au moins 10 ans. Et cela me faisait me sentir comme un raté, un homme diminué, castré par sa propre incapacité. Les 6 derniers mois se transformèrent en torture psychologique. Émilie devint glaciale, cassante, cruelle. Les rencontres se raréfiaient. Elle était constamment occupée, rentrait tard du travail avec des parfums inconnus sur ses vêtements. J'essayais désespérément de retrouver ce qu'il y avait eu au début, mais tout se heurtait à son indifférence méprisante et à ses remarques acerbes sur ma nullité. Et puis ce soir-là, elle explosa. Elle me jeta à la figure que j'étais un déchet, un raté pitoyable qui ne monterait jamais dans l'échelle sociale, qu'elle avait perdu son temps avec un va-nu-pied qui ne pourrait jamais lui offrir la vie qu'elle méritait, qu'elle préférait être seule plutôt que de se compromettre davantage avec un misérable de mon espèce. Ces derniers mots, avant de claquer la porte, furent que même les mendiants dans la rue avaient plus d'ambition que moi. Je restais prostré dans le silence de l'appartement vide, ces insultes résonnant dans ma tête comme un disque rayé. La première semaine, je la passais dans un état second, travaillant machinalement comme un automate brisé, rentrant chez moi pour rester assis dans le noir à ressasser ces mots venimeux. Je ne mangeais presque plus, ne dormais plus, hanté par l'image de son visage déformé par le mépris. Les amis appelaient, proposaient de se voir, mais je refusais. Je n'avais pas envie de voir la pitié dans leurs yeux, d'entendre qu'elle ne me méritait pas, d'écouter des consolations de circonstances qui ne changeraient rien au fait que j'étais effectivement un perdant. Peu à peu, la douleur se transforma en une colère sourde. Je commençai à aller à la salle de sport, frappant le sac de frappe jusqu'à l'épuisement pour évacuer la rage qui me rongeait. Je m'inscrivis à des cours d'anglais que je remettais depuis longtemps, déterminé à prouver quelque chose, même si je ne savais pas quoi. Le travail devint mon refuge. Je m'y plongeais corps et âme, acceptais tous les projets, restais tard le soir, travaillais les week-ends. Mon supérieur remarqua mon acharnement et me félicita plusieurs fois lors des réunions. La vie se remettait doucement sur les rails. La blessure cicatrisait lentement, même si la cicatrice demeurait profonde et douloureuse. Et voilà qu'un mois plus tard, un notaire m'appelait, disant qu'il y avait une question urgente concernant une succession, me demandant de passer rapidement. J'arrivais à l'étude sans comprendre de quoi il s'agissait, craignant quelques mauvaises nouvelles. Le notaire, un homme âgé aux moustaches grises et au regard bienveillant, me tendit des documents et m'expliqua la situation d'une voix posée. Oncle Henri était décédé 2 mois auparavant d'une crise cardiaque foudroyante. Il n'y avait pas d'autres héritiers. J'étais le seul neveu. Il m'avait légué tous ses biens dans un testament rédigé des années auparavant. L'appartement luxueux, sa part considérable dans l'entreprise de construction florissante et des économies substantielles sur plusieurs comptes. La valeur totale était estimée à environ 500 000 €, peut-être davantage selon l'évaluation finale des parts. Je restais assis, complètement hébété, écoutant les explications du notaire sur la procédure d'acceptation sans vraiment comprendre ce qui m'arrivait. La tête me tournait violemment. Oncle Henri vivait seul, n'avait jamais eu d'enfant, communiquait à peine avec la famille. Nous nous voyions lors des rares fêtes familiales. Il m'offrait des cadeaux généreux pour mon anniversaire, mais nous n'avions pas de liens étroits. Je ne savais même pas exactement en quoi consistait son travail, quel empire il avait bâti en silence. Et maintenant tout cela m'appartenait. Je sortis de l'étude avec le dossier de documents, marchant comme un somnambule dans les rues, submergé par un sentiment d'irréalité absolue. Je rentrais chez moi dans un état second. D'un côté, une joie presque hystérique face à cette richesse tombée du ciel. De l'autre, une tristesse amère de n'avoir personne avec qui partager ce revirement incroyable du destin. Mes parents vivaient dans une autre ville, où nous voyions rarement. J'avais des amis, mais pas assez proches pour comprendre l'ironie cruelle de la situation. Et dans ma tête revenait sans cesse l'image déformée d'Émilie. Son visage haineux, ses insultes cinglantes. Comme elle aurait été ravie d'apprendre cette fortune inespérée. Comme elle aurait rayonné, aurait fait volte-face instantanément, aurait commencé à faire des projets grandioses. J'imaginais son enthousiasme calculateur et ressentais une amertume glaçante mêlée à une satisfaction vengeresse. La sonnerie stridente du téléphone me tira brutalement de mes pensées. Sur l'écran s'affichait le nom d'Émilie.
Je le fixais, n'en croyant absolument pas mes yeux. Un mois de silence total après ces insultes atroces, et soudain, un appel. Mon cœur se mit à battre la chamade, un mélange de rage et d'incrédulité me submergeant. J'appuyai sur le bouton de réponse, m'efforçant de parler posément malgré le tremblement dans ma voix. Sa voix était mielleuse, presque tendre, d'une douceur écœurante. Elle me salua comme si de rien n'était, comme si elle ne m'avait pas traité de déchet humain un mois plus tôt, demanda d'une voix sucrée comment j'allais. Je répondis avec une froideur glaciale que ça allait. Émilie resta silencieuse un instant calculé, puis dit d'un ton faussement vulnérable qu'elle aimerait beaucoup me voir, qu'elle avait énormément réfléchi et compris qu'elle s'était précipitée en rompant, qu'elle avait dit des choses terribles sous le coup de la colère qu'elle regrettait profondément. Je restai muet, digérant avec stupéfaction ce que je venais d'entendre, une rage froide montant en moi. Une coïncidence grotesque ? Elle part en me détruisant verbalement et revient exactement au moment où je reçois cet héritage providentiel. Mais comment pouvait-elle le savoir ? Je n'en avais parlé à personne, strictement personne à part le notaire. Les documents n'étaient arrivés qu'hier. Peut-être était-ce de la paranoïa, ou peut-être que non. Je lui demandai d'une voix neutre de quoi précisément elle voulait parler. Émilie rit d'un rire cristallin, artificiel, et dit que ce n'était pas une conversation téléphonique, qu'il y avait trop de choses à dire. Mieux valait se voir en personne, discuter calmement comme des adultes. Elle proposa avec empressement un café où nous avions l'habitude de nous retrouver aux jours heureux. J'acceptai d'une voix détachée, bien que tout se contractât violemment en moi, qu'une partie de moi hurlait de refuser. Nous fixâmes le rendez-vous pour le lendemain à 18h. Émilie me remercia d'une voix débordante de fausse gratitude et prit congé avec tendresse. Je reposai le téléphone et fixai longtemps un point dans le vide, les mâchoires serrées. Les pensées s'entrechoquaient violemment dans ma tête. D'un côté, une infime partie de moi voulait désespérément croire qu'elle avait sincèrement changé d'avis, que ses remords étaient authentiques. De l'autre, cet appel tombait avec une opportunité tellement suspecte qu'il en devenait obscène. Je me rappelais avec une clarté douloureuse comment ces derniers mois, elle parlait obsessionnellement d'argent, comment elle me comparait sans cesse à des connaissances plus prospères, comment elle m'avait humilié, détruit, piétiné. Le soir, j'appelai mon ami d'enfance, devenu avocat accompli et calculateur. Je lui racontai l'héritage inespéré et l'appel surréaliste d'Émilie. Damien m'écouta attentivement et ricana d'un rire dur et cynique. Il déclara d'une voix dure qu'il ne croyait pas aux coïncidences, que les femmes comme Émilie flairaient l'argent à des kilomètres. Il me rappela avec une précision cruelle comment elle s'était comportée ces 6 derniers mois, comment elle se plaignait obsessionnellement du manque de moyens, comment elle m'avait humilié publiquement. Il me conseilla vivement d'être extrêmement prudent et de ne pas prononcer un seul mot sur l'héritage. Si elle était revenue à cause de l'argent, elle se démasquerait rapidement. Je me couchai avec un sentiment pesant, l'estomac noué. Les cauchemars furent atroces. Je me retournai toute la nuit, trempé de sueur froide, hanté par des images confuses d'Émilie me crachant au visage, de billets de banque qui se transformaient en cendres. Le matin, je me réveillai complètement brisé, la tête me martelant douloureusement. Au bureau, la journée s'étira interminablement comme une torture chinoise. Je restais assis devant mon ordinateur, faisant semblant de travailler, mais mes pensées vagabondaient dans un brouillard anxieux. Les collègues parlaient autour de moi et je répondais mécaniquement sans vraiment comprendre ce qu'ils disaient. Mon supérieur me convoqua pour une réunion. Je hochai la tête comme un automate, griffonnant des chiffres dans mon carnet sans les voir. En fin de journée, j'étais à bout de nerfs, électrisé par l'angoisse. Je rassemblai mes affaires et partis vers le café. J'arrivai 15 minutes en avance, voulant m'assurer d'avoir notre table habituelle près de la fenêtre. La serveuse me reconnut et sourit. Je commandai un café et m'assis pour attendre, le cœur battant la chamade. Mes mains tremblaient violemment. Je les serrai sous la table pour les cacher. Émilie apparut exactement à 18h. À travers la porte vitrée, je la vis et mon cœur manqua un battement douloureux. Elle était éblouissante, presque irréelle. Cheveux parfaitement coiffés, maquillage impeccable, robe moulante qui accentuait chaque courbe.
Veste en cuir courte et talons qui claquaient sur le sol comme des coups de feu. Son sourire était large, ouvert, étudié. Elle s'approcha de la table, m'enlaça, se pressa contre moi avec une familiarité calculée. Je sentis le parfum familier de son eau de toilette, celui-là même qu'elle portait quand elle m'avait détruit. Nous nous assîmes face à face. Un silence gênant s'installa, lourd de non-dits. Elle me regardait en souriant, scrutant mon visage comme pour y lire des secrets. Je la regardais en retour, essayant désespérément de déchiffrer ses pensées. Émilie commanda un cappuccino et un cheesecake, puis se tourna vers moi et dit d'une voix mielleuse qu'elle était ravie de me voir, qu'elle avait terriblement manqué notre complicité. Je hochai la tête, ne sachant absolument pas quoi répondre. À l'intérieur, un mélange toxique de sentiments bouillonnait. Elle commença par des banalités, me posa des questions sur le travail, sur ma vie, est-ce que tout allait bien? Je répondais laconiquement, presque froidement. Émilie acquiesçait, écoutait avec une attention théâtrale, puis se mit à parler d'elle, des problèmes au salon, des clients capricieux et insupportables, de la nouvelle réceptionniste incompétente. Je l'écoutais, hochais la tête machinalement, mais mon esprit était ailleurs, analysant chaque mot, chaque geste. Elle gagnait clairement du temps, tournait autour du pot. Au bout d'une demi-heure, Émilie se tut soudain, me regarda avec une intensité dramatique, posa sa main sur la mienne, serra mes doigts avec force et déclara qu'elle voulait s'excuser pour cette soirée horrible, qu'elle avait été bien trop brutale, qu'elle regrettait amèrement son départ. Sa voix tremblait avec application, des larmes brillaient dans ses yeux comme des diamants de crocodile. Elle expliqua qu'elle avait paniqué face à l'incertitude, que la pression de ses amis l'avait complètement déstabilisée, qu'elle avait compris que l'essentiel n'était pas l'argent, mais les sentiments authentiques. Je restais assis en silence, paralysé. Une partie de moi voulait désespérément la croire, voulait la serrer dans mes bras, mais l'autre partie, plus lucide, se souvenait distinctement de l'avertissement glacial de Damien. Je demandai prudemment ce qui avait changé en un mois. Émilie haussa les épaules avec une désinvolture feinte, dit que le temps avait remis les choses en perspective, qu'elle était prête à attendre, à construire un avenir ensemble, patiemment. Les mots sonnaient techniquement corrects, mais quelque chose sonnait terriblement faux, artificiel. La conversation se prolongea encore 1 heure, interminable. Émilie était charmante, attentionnée, riait à mes plaisanteries avec un enthousiasme exagéré, proposa de se promener, de partir le week-end prochain à la campagne. J'acceptais vaguement, évasivement. À l'intérieur, un malaise grandissait comme une tumeur. Elle était trop parfaite, s'efforçait trop visiblement. Et entre les mots glissaient des questions insidieuses. Elle demanda négligemment si je n'avais pas décroché un petit boulot supplémentaire, si je ne pensais pas changer de travail, si je n'envisageais pas de me lancer dans les affaires. Je répondais de façon évasive, disais que tout restait pareil, rien de neuf. Émilie acquiesçait, mais je voyais clairement la déception traverser son regard, qu'elle cachait rapidement derrière un sourire forcé. Nous nous séparâmes devant le café. Elle m'enlaça longuement, presque désespérément. Dite qu'elle voulait tout réparer, que nous allions reconstruire quelque chose de beau, qu'elle m'appellerait demain sans faute. Je promis vaguement et me dirigeai vers ma voiture, sentant un poids écrasant sur ma poitrine. En route, j'appelai Damien, qui me demanda immédiatement comment s'était passée la rencontre. Je racontai en détail les questions suspectes, les moments étranges, l'ensemble du tableau inquiétant. Damien m'écouta attentivement et lâcha un juron sonore. Il déclara que le tableau était limpide comme de l'eau de roche. Elle savait quelque chose ou subodorait fortement. Il fallait absolument la tester encore une fois. J'acceptai, bien que cette idée me donnât envie de vomir. Chez moi, je me connectai aux réseaux sociaux, allai sur la page d'Émilie. En 1 mois, de nombreuses photos étaient apparues, presque une avalanche. Émilie dans des restaurants huppés, dans des boutiques de luxe, lors de soirées mondaines. Sur certains clichés apparaissait un homme, grand, vêtu de costumes manifestement coûteux, arborant un sourire suffisant et dominateur. Émilie se blottissait contre lui, riait aux éclats avec une joie qui semblait authentique. Dans les commentaires, les gens écrivaient que c'était un beau couple, que certains les enviaient. J'agrandis les photos, scrutant chaque détail comme un enquêteur. L'homme était manifestement fortuné,
richissime même, montre de luxe visible, costume sur mesure, allure soignée de quelqu'un habitué au privilège. Et une pensée venimeuse me traversa l'esprit comme un éclair. Peut-être était-il la raison de son retour. Peut-être que ça n'avait pas marché avec lui et qu'elle revenait vers moi comme vers un plan de secours, un filet de sécurité. La colère se mêla à une douleur lancinante. Je fermai brutalement le navigateur, incapable d'en voir davantage. Le lendemain matin, Émilie m'appela très tôt, proposa de nous voir le soir même, d'aller au cinéma comme avant. J'acceptai, curieux de voir jusqu'où elle irait. Le soir, nous étions assis dans la salle obscure, regardant un film d'action sans intérêt. Elle se pressait contre mon épaule, prit ma main dans la sienne avec une tendresse calculée. Après le cinéma, nous marchâmes le long des quais. Émilie parlait d'avenir, évoquait comment nous pourrions louer un appartement plus grand, plus central. Je l'écoutais, hochais la tête mécaniquement. Mais mes pensées étaient ailleurs, analysant chaque phrase. Elle demanda soudain si je n'avais pas songé à changer de travail, s'il y avait des perspectives d'évolution intéressantes. Je répondis que non, pas pour le moment. Émilie fronça les sourcils brièvement, puis se força à sourire. Dit qu'elle pourrait peut-être m'aider dans mes recherches, qu'elle avait des connaissances bien placées. Je la remerciai poliment, dit que ce n'était pas nécessaire pour l'instant. Nous nous assîmes sur un banc dans un parc. Elle se blottit contre moi, je l'enlaçai par réflexe, par habitude. Mais à l'intérieur, j'étais glacial et vide, complètement détaché. La semaine suivante, nous nous vîmes chaque jour. Émilie était parfaite, irréprochable même, attentionnée et affectueuse. Mais je continuais à remarquer les détails révélateurs. Ses regards calculateurs sur mes vêtements, mon téléphone, ma voiture. Ses questions incessantes sur l'argent, habilement déguisées en préoccupations bienveillantes. Ne prévoyais-je pas de prendre un crédit pour une voiture neuve? Peut-être investir quelque part? Chaque question était un coup de sonde, une tentative de percer mes secrets. Un soir, nous étions chez moi. Je préparais le dîner pendant qu'elle feuilletait distraitement un magazine. Sur la table traînait le dossier de documents que j'avais oublié de ranger. Émilie se leva, s'approcha soi-disant pour poser sa tasse. Je la vis du coin de l'œil. Son regard accrocha le dossier. Elle se figea imperceptiblement, tendit la main, saisit la feuille du dessus. Je restai immobile dans la cuisine, observant la scène comme au ralenti. Elle lisait. Ses yeux s'écarquillaient progressivement, révélant son choc. Puis elle reposa rapidement le document et s'éloigna comme si elle s'était brûlée. Je sortis avec les assiettes, fis semblant de n'avoir absolument rien remarqué. Émilie s'assit, mais était complètement distraite, ailleurs. Elle mangea en silence, répondait par monosyllabes, le regard dans le vague. Après le dîner, elle prit congé plus tôt que d'habitude, prétextant une fatigue soudaine. Je la raccompagnai jusqu'à la porte. Quand elle fut partie, je pris le dossier et relus attentivement les documents. Elle avait tout vu sans aucun doute, le montant exact, l'immobilier, les parts dans l'entreprise. Les jours suivants confirmèrent brutalement mes soupçons. Émilie changea instantanément, devint envahissante, collante, oppressante. Elle m'appelait 3 fois par jour minimum, m'écrivait constamment, un flot ininterrompu de messages. Elle proposa brusquement d'emménager ensemble dès cette semaine même, dit qu'elle avait trouvé un appartement en plein centre, un 4 pièces luxueux et cher, mais que nous pouvions nous le permettre maintenant. Je restais évasif, disais qu'il fallait réfléchir, prendre le temps. Elle commença à mentionner le mariage, pas directement, mais par allusion insidieuse. Elle racontait des histoires sur ses amis mariés, montrait des photos de bagues de fiançailles avec des diamants scintillants, me regardait d'un air expectatif et calculateur, parlait d'enfants, d'une maison à la campagne avec jardin. Toutes ces conversations dont elle fuyait auparavant comme la peste étaient soudain devenues son thème principal, obsessionnel. Et je comprenais avec une clarté douloureuse que seule la connaissance de l'argent avait changé, rien d'autre. Je décidai de vérifier définitivement, de la mettre à l'épreuve ultime. Un soir au café, je mentionnais négligemment qu'il y avait des problèmes avec l'héritage, que des parents éloignés de mon oncle avaient surgi de nulle part et attaqué en justice, qu'ils contestaient le testament avec acharnement, affirmaient que mon oncle était inapte mentalement au moment de le rédiger, que le procès traînerait pendant des années, que l'issue était totalement imprévisible,
que peut-être je ne recevrais absolument rien au final. La réaction d'Émilie fut terriblement éloquente, révélatrice. Son visage se décomposa instantanément. Son sourire s'évapora comme de l'eau sur du métal brûlant. Elle resta silencieuse, digérant l'information comme un coup de massue, puis demanda d'une voix tendue et anxieuse quelles étaient réellement les chances de tout perdre. Je haussai les épaules avec indifférence, dis que c'était du 50-50. Émilie fronça les sourcils profondément, déchiqueta nerveusement sa serviette, demanda s'il était possible d'accélérer la procédure, de graisser la patte à quelqu'un, de payer des avocats plus efficaces. Je répondis que je n'en savais rien, que c'était compliqué. Le reste de la soirée se déroula dans une atmosphère glaciale et tendue. Émilie devint froide et irritable, répondait par monosyllabes sèches, fixait obstinément son téléphone, ne me touchait plus, ne souriait plus du tout. Je voyais son enthousiasme fondre comme neige au soleil, se dissoudre complètement. En se séparant, elle me donna rapidement un baiser sec sur la joue et s'en alla sans se retourner une seule fois. Je restais planté là, sentant la nausée monter. Tout était limpide maintenant, uniquement l'argent comptait. Le soir même, Damien appela. Je lui racontai l'expérience, la réaction brutale d'Émilie. Il éclata d'un rire dur et amer. Dit qu'il le savait, qu'il l'avait toujours su. Puis sa voix devint grave, presque sinistre. Il avait vu Émilie aujourd'hui même dans un restaurant luxueux avec cet homme des photographies. Ils étaient assis très proches l'un de l'autre, conversaient avec animation et complicité. Damien passait par là après une réunion, les avait aperçus à travers la baie vitrée. J'écoutais, ne glaçant progressivement, suggérait que c'était peut-être juste un ami. Damien ricana amèrement, déclara que les amis ne se regardaient pas comme ça, pas avec cette intensité brûlante. Il proposa d'y aller demain pour vérifier, pour en avoir le cœur net. J'acceptais, bien que je ne voulais pas connaître la vérité, mais il fallait mettre un point final à cette mascarade. Le lendemain, nous étions assis avec Damien dans sa voiture face au restaurant. Un établissement huppé avec des baies vitrées panoramiques. Damien désigna le 2e étage. Là-bas, à une table près de la fenêtre, était assise Émilie, impeccablement soignée, maquillée à la perfection, vêtue d'une robe manifestement coûteuse. Face à elle, cet homme des photos. Il riait aux éclats, conversait avec animation. Il se penchait intimement vers elle. Elle touchait sa main avec une familiarité troublante. Je regardais, et tout brûlait à l'intérieur de moi comme un feu dévastateur. Damien demanda ce que je comptais faire. Je dis que j'attendrais, que je patienterais jusqu'à ce qu'elle sorte pour lui parler face à face. Nous restâmes assis une demi-heure interminable. Finalement, ils se levèrent. L'homme l'aida galamment à enfiler son manteau. Ils sortirent dans la rue. Il l'embrassa longuement, passionnément, possessivement. Elle répondit avec ardeur, se pressa contre lui comme une amoureuse. Puis ils montèrent dans un imposant SUV de luxe et disparurent. Je restai assis, sentant le dernier espoir s'effondrer en poussière. Tout n'était que mensonge, manipulation calculée. Je restai dans la voiture de Damien encore 10 minutes après que le véhicule eut disparu au tournant. Tout bouillonnait à l'intérieur. Colère, humiliation, déception se mêlaient en un cocktail toxique et empoisonné. Damien gardait le silence, comprenant qu'en ce moment, n'importe quelle parole serait superflue et déplacée. Finalement, il posa une main sur mon épaule et dit qu'il fallait partir. Je hochai la tête mécaniquement et nous démarrâmes. En route, il proposa de passer chez lui, de boire un verre pour oublier, mais je refusais. Je voulais être seul, digérer seul tout ce que j'avais vu chez moi. Je m'effondrais sur le canapé et fixais le plafond d'un regard vide. Dans ma tête tournaient des fragments de pensées chaotiques. Donc elle voyait ce type tout ce temps. Peut-être même quand nous étions encore ensemble. Peut-être couchait-elle déjà avec lui. Peut-être était-ce précisément à cause de lui qu'elle était partie, et non à cause de ma pauvreté pathétique. Et maintenant elle revenait, ayant appris pour l'argent, par je ne sais quel moyen. Elle jouait le rôle de l'amoureuse repentie à la perfection, échafaudait des projets d'avenir communs et parallèlement continuait à voir ce Richard. Un schéma classique. Garder 2 options ouvertes, choisir celle qui serait la plus avantageuse financièrement. Le téléphone vibra. Un message d'Émilie. Elle écrivait qu'elle s'ennuyait de moi, demandait comment j'allais,
proposait de nous voir demain. Je regardais l'écran et ressentais un dégoût profond, viscéral. Comment pouvait-elle mentir si facilement, jouer si naturellement la comédie? Je ne répondis pas. Jetai violemment le téléphone sur la table. Il fallait réfléchir à ce que j'allais faire maintenant. Je pouvais simplement l'envoyer promener, lui dire que je savais tout. Mais une partie de moi voulait davantage, voulait qu'elle montre elle-même son vrai visage répugnant, pour qu'il n'y ait aucun doute possible. Les 2 jours suivants, j'ignorais systématiquement ses appels et ses messages. Émilie écrivait de plus en plus fréquemment, avec une insistance croissante. Le ton de ses messages devenait anxieux, presque paniqué. Elle demandait si tout allait bien, s'il n'était rien arrivé de grave. Je gardais un silence absolu. Le 3e jour, elle appela tôt le matin, très tôt. Je décrochais. Sa voix était inquiète, presque tremblante. Elle disait qu'elle s'inquiétait terriblement, que j'avais disparu sans explication. Je répondis froidement que j'avais été très occupé, débordé. Émilie resta silencieuse un instant, puis demanda des nouvelles de l'héritage. Les problèmes avec le procès s'étaient-ils résolus? Voilà la vraie question, celle qui l'obsédait. Je dis d'une voix neutre et détachée que oui, l'avocat avait appelé hier, que les parents de mon oncle avaient retiré leur plainte. Il s'était avéré qu'il n'avait aucun fondement juridique, que tout se formalisait maintenant normalement. Dans 1 semaine, je recevrai les documents définitifs pour l'appartement et les parts dans l'entreprise, qu'il n'y avait plus aucun problème. Un silence pesant s'installa dans le combiné. Puis Émilie exhala joyeusement, avec un soulagement presque palpable. Dit que c'était des nouvelles merveilleuses, qu'elle était tellement heureuse pour moi, pour nous, se corrigea-t-elle rapidement. Je sentis la nausée monter face à ce nous manipulateur. Elle proposa immédiatement de nous voir le soir même, de célébrer cette victoire. J'acceptai, fixai rendez-vous dans le même café. Toute la journée au bureau, je fus distrait, pensant constamment à la confrontation à venir. Il fallait mettre fin à cette farce grotesque. En fin de journée, j'arrivai au café en premier, m'assis à une table. Émilie apparut 10 minutes plus tard. Elle rayonnait littéralement, s'approcha, m'embrassa sur les lèvres avec passion, s'assit en face de moi, prit mes mains dans les siennes. Elle parlait de combien elle était heureuse, combien elle s'était inquiétée à cause de ce procès maudit, comme c'était merveilleux que tout se soit résolu favorablement. Je la regardais et voyais une personne complètement différente. Plus la fille dont j'étais tombé amoureux autrefois, mais une prédatrice calculatrice dans un bel emballage trompeur. Elle commanda du champagne, dit qu'il fallait célébrer dignement. Je n'objectai pas. Quand on apporta les coupes, elle leva la sienne et porta un toast à notre avenir radieux, aux nouvelles opportunités, au bonheur qui nous attendait. Je trinquai silencieusement et bus. Émilie commença à développer le thème de notre futur commun avec une énergie décuplée, frénétique. Elle disait que maintenant nous pouvions nous permettre beaucoup de choses, qu'il fallait absolument visiter cet appartement au centre qu'elle avait déniché, qu'on pouvait acheter une voiture neuve et luxueuse, partir en vacances quelque part d'exotique, Paris par exemple, ou l'Italie. Elle avait toujours rêvé de Venise, des gondoles et des palais. J'écoutais et hochais la tête machinalement, sentant une fureur glaciale monter inexorablement en moi. Elle sortit son téléphone, commença à me montrer des photos d'appartements somptueux. « Regarde celui-ci », disait-elle avec enthousiasme. « 3 chambres, rénovation européenne haut de gamme, vue sur le parc. Certes, c'est cher, mais nous pouvons nous le permettre maintenant. » Je demandai combien il coûtait. Émilie annonça le chiffre, et je sifflai entre mes dents. Presque la moitié de mon héritage pour une location annuelle. Elle éclata de rire, dit qu'il fallait bien vivre quelque part, qu'on ne pouvait pas lésiner sur le confort, que nous le méritions. Puis elle ajouta qu'en fait, on pouvait même envisager d'acheter, prendre un crédit immobilier, investir une partie de l'héritage comme apport initial substantiel. Je me renversai contre le dossier de ma chaise, croisai les bras sur ma poitrine, demandai froidement ce qu'elle comptait apporter, elle, dans ce futur commun si radieux. Émilie cligna des yeux, ne s'attendant manifestement pas à cette question directe, puis sourit et dit qu'elle apporterait elle-même son amour sincère, son soutien indéfectible, ses soins attentionnés. Est-ce que ce n'était pas suffisant? Je secouai la tête lentement et dis qu'autrefois cela aurait peut-être suffi,
mais que maintenant je voulais du concret, du tangible. Elle fronça les sourcils, demanda avec une pointe d'irritation ce que je voulais dire exactement. Je haussai les épaules avec désinvolture, dis que puisque nous construisions un avenir commun, la contribution devait venir des deux côtés. Une contribution matérielle, financière. Émilie se raidit visiblement, dit qu'elle n'avait pas ce genre d'argent, que je le savais parfaitement bien. Son salaire au salon était de 1 700 €. Elle n'avait pratiquement aucune économie. Je hochai la tête, dis que je comprenais la situation. Mais alors quel était le sens de ce futur commun si tout reposait uniquement sur mes épaules financières? Elle pâlit brutalement, commença à protester avec véhémence. Elle déclara que dans une relation, l'argent n'était pas important, qu'elle tiendrait la maison impeccablement, créerait un foyer chaleureux, que c'était étrange de ma part de calculer ainsi. Je souris amèrement, dis que ce qui était étrange c'était son comportement à elle, qu'il y a un mois elle était partie précisément à cause de l'absence d'argent, qu'à ce moment-là l'argent était crucial, terriblement important, et que maintenant soudainement il ne comptait plus. Émilie se figea. Son visage devint de pierre. Elle demanda d'une voix basse et menaçante où je voulais en venir exactement. Je me penchai en avant, la regardai droit dans les yeux, demandai directement quand exactement elle avait appris l'existence de mon héritage. Elle se troubla manifestement, commença à bégayer, dit qu'elle ne comprenait pas la question. Quelle importance cela avait-il? Je ne détournai pas mon regard, dit que l'importance était considérable, que la coïncidence était trop parfaite, trop suspecte. Elle part brutalement. Un mois plus tard, je reçois une fortune, et elle revient immédiatement comme par magie. Émilie tenta de s'indigner, dit que c'était effectivement une coïncidence, qu'elle ne savait rien du tout, mais sa voix tremblait traîtreusement. Ses yeux fuyaient constamment. Elle mentait, et nous le savions tous les deux parfaitement. Je me renversai en arrière, croisai les bras, dis calmement que j'avais vérifié, que j'avais appelé des connaissances communes, parlé avec Marine. Marine avait avoué qu'Émilie l'avait questionnée à mon sujet de manière insistante, que Marine avait mentionné par hasard l'héritage de mon oncle, ne pensant pas que c'était un secret, que cela s'était passé 3 jours avant l'appel d'Émilie. Émilie blêmit encore davantage, tenta de dire quelque chose, mais je levai la main pour l'arrêter. Je continuai d'une voix posée, glaciale. Je dis que je savais pour l'homme qu'elle fréquentait, que je les avais vus ensemble, vus s'embrasser passionnément, que je savais pour ses sorties dans les restaurants luxueux, pour les soirées mondaines, que tout cela s'était produit pendant que nous n'étions officiellement plus ensemble, mais que manifestement ça avait commencé bien avant notre rupture. Émilie resta assise silencieusement, le visage livide, les lèvres tremblantes. Elle baissa les yeux, ne sachant absolument pas quoi répondre. Un silence lourd et oppressant s'installa. J'attendais patiemment, lui donnant l'opportunité de dire au moins quelque chose. Finalement, elle releva la tête. Ses yeux brillaient de larmes, mais je voyais qu'elle venait plutôt de la colère que du repentir. Elle demanda durement si je l'avais fait suivre, espionner. Je hochai la tête, dis que oui, j'avais vérifié, parce que je sentais la fausseté, sentais que quelque chose ne tournait pas rond et que j'avais eu raison de me méfier. Émilie essuya ses larmes d'un geste brusque. Son visage devint glacial, dur. Elle dit que oui, elle voyait quelqu'un nommé Fabien, qu'il était entrepreneur, propriétaire d'une chaîne de boutiques prospères, qu'ils s'étaient rencontrés 2 mois avant notre rupture lors d'un événement au salon, qu'il l'avait courtisé élégamment, offert des cadeaux somptueux, emmené dans des endroits prestigieux, qu'elle s'était sentie comme une princesse pour la première fois de sa vie. Alors que moi, dit-elle avec amertume et mépris, je ne pouvais proposer que des dîners modestes et des promenades banales. J'écoutais en silence, sentant la colère se mêler au dégoût profond. Elle continua, ne se retenant plus du tout maintenant. Elle déclara qu'elle en avait assez de cette économie permanente, de devoir compter chaque centime pathétique, qu'elle voulait vivre élégamment, voyager, ne pas regarder les prix dans les magasins, que Fabien pouvait lui offrir tout cela. Mais, ajouta-t-elle avec un sourire amer, il s'était avéré qu'il avait une épouse officielle dont il ne comptait absolument pas divorcer, qu'elle n'était qu'une maîtresse qu'il entretenait comme un objet, et ça l'avait lassé rapidement. Je demandai froidement si c'était donc pour ça qu'elle était revenue. Émilie haussa les épaules avec désinvolture, dit que oui, partiellement.
Et puis Marine lui avait parlé de l'héritage. Et elle avait compris qu'il y avait une opportunité, que j'avais reçu de l'argent, que maintenant je pouvais la faire vivre comme elle le voulait. Elle s'était dit pourquoi ne pas tenter de revenir. Je l'aimais après tout, dit-elle avec un sourire cynique et calculateur. Je devais forcément pardonner et la reprendre comme un idiot. Je la regardais sans la reconnaître, me demandant où était passée cette fille charmante que j'avais rencontrée 2 ans auparavant, ou si elle n'avait jamais existé. Peut-être avait-ce toujours été un masque soigneusement élaboré. Émilie continuait, ne se cachant plus du tout maintenant. Elle disait qu'elle méritait une belle vie, que la beauté était un capital qu'il fallait exploiter tant qu'on était jeune, que toutes ses amies s'étaient bien installées avec des hommes fortunés. Elle, quoi, devait se contenter de la misère, de la médiocrité? Je dis doucement que 2500 €, ce n'était pas la misère, que des millions de gens vivaient avec ces revenus et étaient parfaitement heureux. Émilie ricana avec mépris, dit que c'était une existence misérable, pas une vraie vie, qu'elle voulait davantage et qu'elle avait le droit de vouloir mieux. Je hochai la tête, dis que oui, elle avait ce droit, mais pas à mes dépens, pas en jouant avec mes sentiments, pas en me trompant délibérément. Elle se tut, puis demanda durement ce qui allait se passer maintenant. Je sortis une enveloppe de ma poche, la posai sur la table, dis qu'il y avait là-dedans de l'argent, 2000 €. Une compensation pour le temps perdu avec elle, pour les cadeaux offerts, pour tout, afin qu'il n'y ait plus aucune réclamation, aucun « tu me dois quelque chose ». Émilie regarda l'enveloppe, puis moi. Dans ses yeux jaillit une rage brûlante. Elle dit que j'aurais pu partager généreusement, l'aider substantiellement, que 2000 € c'était des miettes ridicules comparées à 500 000. Je me levai, posai sur la table l'argent pour l'addition, dit calmement qu'elle avait montré son vrai visage répugnant, que j'étais reconnaissant au destin de m'avoir révélé la vérité à temps, que sans cet héritage, peut-être aurais-je cru en son retour sincère. Pardonner aveuglément et continuer à vivre avec quelqu'un qui ne voyait en moi qu'un portefeuille ambulant. Émilie se leva d'un bond, saisit l'enveloppe et me la lança violemment en visage. Elle hurla que j'étais un raté pathétique, que je l'avais toujours été et le resterai toujours, que cet argent je ne l'avais pas gagné mais reçu par pur hasard, que j'étais un moins que rien, un nul absolu. Les clients du café se retournèrent, choqués. Je restai debout calmement, la regardant sans ciller. Elle tremblait de rage, son visage était déformé par la fureur, hideux. Je dis doucement que sur ce point, elle avait raison. L'argent était effectivement fortuit, accidentel. Je ne l'avais pas gagné à la sueur de mon front, mais il m'avait révélé qui était qui, vraiment. Il avait montré qu'elle était vénale, impitoyable, prête à tout pour s'enrichir, pour obtenir ce qu'elle voulait. Et que j'étais infiniment reconnaissant d'avoir découvert cela maintenant, et non dans 1 an ou 2, après m'être peut-être marié avec elle. Je me retournai et marchai vers la sortie d'un pas ferme. Émilie criait dans mon dos des insultes, mais je ne me retournai pas une seule fois. Je sortis dans la rue, montai dans ma voiture. Mes mains tremblaient légèrement, mon cœur battait fort. Mais à l'intérieur régnait un soulagement étrange, comme si j'avais laissé tomber un fardeau écrasant qui pesait sur mes épaules depuis des mois. Je démarrai le moteur et rentrai chez moi, laissant définitivement derrière moi cette histoire toxique et destructrice. Les semaines suivantes passèrent dans un état étrange et flottant. D'un côté, le soulagement que tout soit terminé, de l'autre, un vide profond. Je m'occupais des formalités pour l'héritage, rencontrais des avocats, signais des montagnes de papiers administratifs. Le processus était long et fastidieux, mais progressivement, tout se mettait en place. L'appartement devenait officiellement ma propriété. Les parts dans l'entreprise étaient également formalisées. Je me rendais régulièrement au bureau de la société, faisais connaissance avec les associés de mon oncle, épluchais les rapports financiers détaillés. L'entreprise s'avéra solide et prospère. Il construisait des complexes résidentiels, travaillait avec de gros entrepreneurs, avait une clientèle fidèle et régulière. Mon paquet de 40% générait des revenus stables, environ 7000 € mensuels. C'était une autre vie, d'autres possibilités vertigineuses. Je démissionnai de mon ancien travail. Mon supérieur fut surpris, tenta de me retenir, promit une promotion substantielle, mais je restai inflexible. Je voulais me consacrer à cette nouvelle activité, me tester dans les affaires. Émilie tenta de m'appeler les premiers jours suivant la rupture.
Je ne décrochais jamais. Puis arriva un long message pathétique. Elle écrivait qu'elle avait eu tort, qu'elle s'était emportée stupidement, qu'en réalité, elle m'aimait sincèrement. Elle suppliait de pardonner, de lui donner une dernière chance. Je lus le message et le supprimai sans hésitation. Elle n'écrivit plus ensuite. Une semaine plus tard, je vis sur les réseaux sociaux qu'elle publiait à nouveau des photos avec Fabien. Elle était donc retournée vers lui où il l'avait reprise. Cela m'était complètement égal désormais. Je déménageais dans l'appartement de mon oncle. Il était spacieux, lumineux, avec des finitions de qualité. Je gardais une partie des meubles anciens, en achetais de nouveaux. Je m'installais tranquillement, m'habituais à ce nouvel espace généreux. Damien m'aidait avec les questions juridiques complexes, me donnait des conseils avisés sur les affaires. Nous nous voyions souvent, discutions de tout autour d'un verre de whisky. Il se réjouissait de mon succès, disait que j'étais formidable, que j'avais agi correctement avec Émilie. Je commençais à fréquenter une excellente salle de sport, engager un entraîneur personnel, travailler sur moi-même, évacuer le stress accumulé par des exercices physiques intenses. Je renouvelais ma garde-robe, achetais plusieurs costumes de qualité, une montre élégante, des chaussures correctes. Pas pour frimer, mais simplement pour correspondre à mon nouveau statut social. Je m'inscrivis à des cours de gestion d'entreprise. Je voulais vraiment comprendre ce que je faisais. Les associés de la société s'avérèrent être des types bien, corrects. 2 étaient du même âge que mon oncle, la cinquantaine passée, des constructeurs expérimentés et compétents. Ils m'accueillirent avec bienveillance, m'expliquèrent les subtilités du métier, me mirent au courant des projets en cours. J'essayais de tout saisir, posais des questions, me rendais sur les chantiers. C'était fascinant, vraiment passionnant. Un travail complètement différent de celui d'avant. Mon cercle de relations changea radicalement. De nouvelles connaissances apparurent dans le milieu des affaires. On m'invitait à des événements, des présentations, des dîners professionnels. Je restais prudent, observais attentivement les gens, me souvenant de la leçon amère avec Émilie. Je ne me précipitais pas pour me rapprocher, gardais mes distances, surtout avec les femmes. Elles étaient nombreuses lors de ces rencontres, belles, soignées, avec une lueur calculatrice dans les yeux. Mais je voyais en elles des Émilie potentielles, et cela me refroidissait instantanément. 6 mois passèrent. Je m'étais installé dans ma nouvelle vie confortablement. Les affaires marchaient bien, très bien même. La société décrocha un gros contrat juteux. Nous commencions à construire un nouveau complexe résidentiel ambitieux. Je participais activement au projet, assistais aux réunions avec les entrepreneurs, surveillais l'avancement des travaux. C'était captivant, donnait un sens à ma vie. L'argent cessa d'être une abstraction. Il travaillait, générait encore plus d'argent. Mes parents vinrent en visite. Je leur montrais l'appartement fièrement, leur parlais de mes activités professionnelles. Maman pleura de bonheur, dit qu'elle était infiniment fière de moi. Papa me donna des tapes amicales dans le dos, me prodigua des conseils paternels. Il m'interrogeait sur ma vie personnelle, quand j'allais me marier, quand je leur donnerais des petits-enfants. Je plaisantais, disais que je ne me précipitais pas, que j'étais absorbé par mon travail. Je ne leur parlais pas d'Émilie, ne voulais pas les attrister. Damien me présenta plusieurs jeunes femmes de son entourage. Nous sortions ensemble, allions au cinéma, dans des restaurants. Nous promenions, mais l'étincelle ne jaillissait jamais. J'étais comme fermé émotionnellement, incapable de faire confiance, analysant constamment leur comportement, cherchant la faille, l'intérêt caché. Cela les irritait autant que moi. Les rencontres ne menaient nulle part. Nous restions amis ou cessions complètement de communiquer. La 2e année après avoir reçu l'héritage s'écoula. Ma vie était devenue stable, prévisible, mais étrangement vide au fond. Le travail occupait l'essentiel de mon temps. L'entreprise se développait remarquablement. Nous prîmes un autre projet d'envergure, envisagions sérieusement une expansion. Mes revenus augmentèrent encore. Je gagnais désormais environ 10 000 € mensuels. J'achetais une voiture neuve, un SUV haut de gamme, voyageais beaucoup, visitais l'Europe, l'Asie. Mais quelque chose manquait cruellement. Un soir, les associés m'invitèrent à un dîner d'affaires important. Il fallait discuter des conditions avec de nouveaux investisseurs potentiels. La rencontre était fixée dans l'un des restaurants les plus chers et prestigieux de la ville. J'arrivais un peu en avance, me garais,
entrai à l'intérieur. Le décor était somptueux, luxueux. Haut plafond, lustre de cristal étincelant, nappe blanche immaculée, des serveurs en smoking. À l'entrée se tenait une hôtesse, accueillant les clients avec élégance. Je m'approchai, donnai mon nom pour la réservation. Elle leva la tête de sa tablette et nos regards se croisèrent brutalement. Le temps sembla se figer complètement. Devant moi se tenait Émilie, en uniforme du restaurant avec un badge sur la poitrine, un sourire professionnel forcé sur le visage. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur, son visage devint livide. Elle me reconnut instantanément. Je restai immobile, digérant ce que je voyais. Émilie, qui rêvait d'une vie luxueuse, travaillait comme hôtesse dans un restaurant. Ni comme directrice d'un salon prestigieux, ni comme maîtresse entretenue, mais comme simple hôtesse qui conduit les clients à leur table. Elle baissa les yeux, feuilleta nerveusement sa tablette, puis releva le regard, tenta de sourire professionnellement. Sa voix tremblait quand elle dit que ma table était prête, qu'elle allait me conduire. Je hochai la tête, m'efforçant de garder un visage impassible. À l'intérieur bouillonnait un mélange de sentiments contradictoires, surprise, schadenfreude et pitié. Émilie prit des menus et marcha devant. Je la suivais, observant son dos. Elle avait maigri, ses épaules étaient tendues, sa démarche hésitante, presque fragile. Nous montâmes au 2e étage. Elle me conduisit à une table près de la fenêtre, déposa le menu, dit qu'un serveur viendrait dans 1 minute. Elle tenta de partir rapidement, mais je l'arrêtai. Je demandai d'une voix basse comment allait sa vie. Émilie se figea sans se retourner. Puis elle pivota lentement, ses yeux brillaient de larmes contenues. Elle dit doucement que ça allait, normalement. Elle travaillait ici depuis 6 mois. Avant cela, il y avait eu une période sans emploi. Elle avait dû accepter ce qui se présentait. Je hochai la tête, demandai des nouvelles de Fabien. Elle pinça les lèvres amèrement, dit qu'ils s'étaient séparés. Il avait trouvé une nouvelle maîtresse, plus jeune, l'avait jetée comme une ordure, sans même lui dire au revoir. Je la regardais et ressentais un vide étrange. Ni satisfaction vengeresse, ni plaisir sadique, juste un vide. Émilie se tenait devant l'homme qu'elle avait autrefois rejeté à cause de l'argent. Et maintenant cet homme était riche, prospère, tandis qu'elle travaillait comme hôtesse. L'ironie cruelle du destin. Elle tenta de sourire faiblement, dit qu'elle était contente pour moi, qu'elle voyait que tout allait bien pour moi. Puis elle s'excusa précipitamment et s'éloigna rapidement. Je m'assis à la table, regardai par la fenêtre. En bas coulait la vie urbaine, voitures, passants, lumière scintillante. Mes associés apparurent 5 minutes plus tard, bruyants, satisfaits. Nous nous saluâmes chaleureusement, nous assîmes, commençâmes à discuter affaires, mais je me distrayais périodiquement, voyant Émilie accueillir d'autres clients, les conduire à leur table. Elle s'efforçait de ne pas regarder dans notre direction, mais je sentais sa tension palpable. Le dîner fut un succès complet. Nous nous entendîmes avec les investisseurs, signâmes des documents préliminaires importants. Les associés étaient ravis, me donnaient des tapes amicales dans le dos, disaient que j'étais formidable. Nous commandâmes un vin coûteux, célébrâmes l'accord. Quand nous nous séparions, ils me demandèrent si j'avais remarqué l'hôtesse. L'un dit qu'elle était plutôt jolie, mais paraissait triste, mélancolique. L'autre ajouta qu'elle travaillait depuis peu, qu'apparemment elle était auparavant dans un endroit plus prestigieux. Je gardai le silence, ne donnai aucune explication. Nous nous dîmes au revoir à la sortie. Ils partirent en taxi. Je m'attardai, sortis mon téléphone, fis semblant de vérifier mes messages. En réalité, j'attendais. 10 minutes plus tard, Émilie apparut. Elle sortit fumer, s'adossa au mur, alluma une cigarette de ses mains tremblantes, me vit et se figea instantanément. Je m'approchai, demandai si nous pouvions parler. Elle acquiesça silencieusement, écrasa sa cigarette. Nous nous éloignâmes sur le côté, dans l'ombre. Je demandai ce qui s'était passé, comment elle en était arrivée là. Émilie eut un rire amer, désabusé. Elle dit qu'après notre rupture, elle était retournée vers Fabien. Il promettait tout, mais ne donnait rien de concret. Il la maintenait en laisse courte, lui donnait de l'argent pour des broutilles. Elle pensait endurer temporairement, qu'il divorcerait finalement, mais il mentait constamment. Au bout d'1 an, il avait trouvé une remplaçante, l'avait jetée brutalement. Elle s'était retrouvée sans travail, sans argent, sans logement.
J'écoutais son récit, debout dans l'ombre du restaurant. Émilie parlait doucement, tripotant nerveusement son paquet de cigarettes. Elle raconta qu'après la séparation avec Fabien, elle avait tenté de retourner au salon de beauté où elle travaillait auparavant. Mais la place était déjà prise, et la propriétaire avait insinué qu'elle était au courant de ses aventures avec un homme marié. Dans les autres salons aussi, on l'a refusé. Apparemment, les rumeurs s'étaient répandues dans le milieu professionnel. Elle avait dû chercher n'importe quoi. Elle avait travaillé comme vendeuse dans une boutique, mais n'avait pas tenu 1 mois. Le salaire était dérisoire, ridicule. Puis elle s'était fait embaucher comme hôtesse ici. Au moins, le salaire était correct, mais le travail était humiliant. Elle leva les yeux vers moi, et j'y vis quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. La peur. Une véritable peur animale face à l'avenir. Elle dit qu'elle louait une chambre dans un appartement communautaire en périphérie, que l'argent suffisait tout juste pour manger et se déplacer, que certaines nuits elle pleurait en réalisant tout ce qu'elle avait gâché, que ses amis qui enviaient autrefois ses relations ne décrochaient plus le téléphone, qu'elle se retrouvait complètement seule. Je restais silencieux, ne sachant absolument pas quoi dire. Une partie de moi jubilait, voyant comment la vie avait remis les choses en place. L'autre partie ressentait de la pitié. Émilie essuya ses larmes, tenta de sourire faiblement, dit qu'elle ne demandait pas d'aide, n'attendait rien, voulait simplement expliquer qu'elle regrettait ce qui s'était passé entre nous, que si elle pouvait remonter le temps, elle agirait différemment. Je demandai ce qu'elle ferait exactement de différent. Elle resta silencieuse, puis répondit honnêtement. Elle ne serait pas partie à l'époque, elle m'aurait accepté telle que j'étais, parce qu'elle comprenait maintenant que le bonheur n'était pas dans l'argent. Je souris amèrement, dis que c'était facile à dire maintenant qu'elle était au fond et moi au sommet, qu'il y a 2 ans elle pensait autrement, qu'elle avait choisi entre moi et la richesse, et qu'elle avait choisi la richesse, qu'elle avait reçu une leçon dure, mais parfaitement méritée. Émilie hocha la tête sans protester, dit qu'elle comprenait, qu'elle méritait tout cela, qu'elle ne m'en voulait pas, qu'elle voulait simplement me voir, parler une dernière fois. Je sortis mon portefeuille, en tirai plusieurs billets, les lui tendis, dit que ce n'était pas par pitié, juste pour l'aider à vivre, pour qu'il n'y ait plus de dettes ni de rancœur. Émilie regarda l'argent, puis moi, secoua la tête fermement, dit qu'elle ne prendrait pas, qu'elle ne voulait pas être redevable, ne voulait pas de charité, qu'elle s'en sortirait seule. Je haussai les épaules, rangeai l'argent. Dans ses yeux, je vis les restes de fierté, ce qui m'avait autrefois attiré chez elle. Nous restâmes silencieux un moment. Puis je demandai si elle avait des projets pour l'avenir. Émilie soupira profondément, dit que pour l'instant c'était uniquement la survie quotidienne, qu'elle travaillait ici, économisait petit à petit, pensait peut-être suivre des formations, se reconvertir dans autre chose, mais que pour le moment elle n'avait même pas la force d'y penser sérieusement. Je hochai la tête, dis que je lui souhaitais bonne chance, que j'espérais qu'elle trouverait son chemin. Elle sourit faiblement, me remercia d'une voix à peine audible. Je me retournai et marchai vers ma voiture. Émilie m'interpella soudain. Je me retournai. Elle se tenait dans la lumière d'un réverbère, petite, épuisée, vulnérable. Elle dit que j'avais été quelqu'un de bien, qu'elle était une idiote, qu'elle ne l'avait pas compris à temps, qu'elle espérait que je trouverais quelqu'un qui serait plus digne d'elle. Je hochai la tête, incapable de trouver les mots justes. Montai dans ma voiture et partis, la laissant disparaître dans le rétroviseur. Sur le chemin du retour, je repensais à cette rencontre inattendue. La vie savait vraiment donner des leçons magistrales. Émilie voulait la richesse, l'avait chassée obstinément et avait tout perdu. Moi, je ne la chassais pas, mais je l'avais reçue. L'ironie cruelle du destin. Mais je ne ressentais aucune victoire, plutôt une fatigue profonde de toute cette histoire. Je voulais fermer définitivement ce chapitre, oublier, avancer résolument. Chez moi, j'appelai Damien, lui racontai la rencontre au restaurant. Il m'écouta et éclata de rire. Dit que la justice avait triomphé, que les gens comme Émilie recevaient toujours ce qu'ils méritaient, que la vie était le meilleur professeur. J'acquiesçai, mais je n'éprouvais aucune joie, juste un vide béant. Nous parlâmes encore affaires, puis nous dîmes au revoir. Je m'assis près de la fenêtre avec un verre de whisky, regardant la ville nocturne, les lumières scintillantes, le mouvement incessant. Je pensais à tout ce qui avait changé en ces 2 années. L'argent était venu, avait ouvert des portes, donné des opportunités,
mais n'avait pas apporté le bonheur. Je vivais mieux matériellement, mais j'étais émotionnellement vide, désert. Travail, argent, succès, mais personne à mes côtés. Personne à qui faire confiance, avec qui partager la vie. Émilie m'avait appris la méfiance. Elle m'avait montré que les gens étaient capables de bassesse pour leur intérêt. Cette leçon était profondément ancrée, m'empêchait de me rapprocher de nouvelles personnes. Je craignais la répétition, redoutais de rencontrer à nouveau le calcul sous le masque de l'amour. Et cette peur me faisait ériger des murs, me fermer, rester seul. Plusieurs mois passèrent encore. Le travail suivait son cours régulier. L'entreprise termina un projet, en commença un autre d'envergure. Je m'impliquais de plus en plus dans les détails, prenais des décisions importantes, me sentais un véritable entrepreneur. Les associés me félicitaient, disaient que mon oncle aurait été fier de moi. Les revenus augmentaient, j'économisais, investissais intelligemment. La vie était stable, bien réglée. Lors d'un événement professionnel, je rencontrai Agathe. Elle était architecte, travaillait dans un bureau de conception avec lequel nous collaborions. Nous engageâmes la conversation par hasard, discutant d'un nouveau projet. Elle était intelligente et posée, avec une voix douce et un regard attentif. Pas une beauté dans le sens classique, mais attirante, rayonnante. Surtout, elle n'avait pas cette brillance artificielle, ce désir de plaire à tout prix qui me rebutait. Nous commençâmes à nous voir pour le travail, discutions plans, dessins, détails techniques. Progressivement, les conversations dépassèrent le cadre professionnel. Elle parlait d'elle, de sa famille, de ses loisirs. Elle aimait lire, aller au théâtre, voyager. Elle était divorcée, sans enfant, vivait seule dans un appartement loué, gagnait correctement sa vie sans excès. J'appréciais sa simplicité, son honnêteté désarmante. Un jour, après une énième réunion, je proposai de dîner, pas dans un restaurant luxueux, mais dans un bistrot simple. Elle accepta sans hésitation. Nous étions assis, parlions, et je sentais la tension s'évaporer. Avec elle, c'était facile, naturel. Pas besoin de jouer un rôle, de prétendre. Elle ne posait pas de questions sur mes revenus, ne s'intéressait pas à la marque de ma voiture ou au prix de mon appartement. Elle conversait simplement, d'humain à humain. Je commençais à voir Agathe plus fréquemment. Nous allions au cinéma, nous promenions, partions à la campagne. Elle me montrait des endroits qu'elle aimait, partageait ses pensées, m'écoutait vraiment. Progressivement, je commençais à m'ouvrir, raconter mon passé, parler d'Émilie, de combien il avait été difficile de surmonter la trahison. Agathe écoutait sans m'interrompre, sans juger, puis dit qu'elle comprenait, qu'elle avait elle-même traversé un divorce douloureux, la souffrance, la méfiance. Nous nous rapprochâmes imperceptiblement, sans déclaration fracassante, sans emphase. Nous devînmes simplement partie de la vie l'un de l'autre. Elle ne connaissait pas l'ampleur de ma fortune, je n'en parlais pas. Je me présentais simplement comme associé d'une entreprise de construction, sans préciser les détails. Elle ne demandait rien, cela lui était égal. Elle s'intéressait à moi, à l'être humain, pas à mon compte en banque. Après 6 mois de relation, je décidai de dire la vérité. Nous étions chez moi et j'avouai que je possédais une part importante dans l'entreprise, que l'appartement m'appartenait, que mes revenus étaient bien supérieurs à ce qu'elle pensait. Agathe écouta calmement, hocha la tête, demanda pourquoi j'avais caché cela. J'expliquai l'histoire avec Émilie, ma peur que tout se répète. Elle sourit doucement, m'enlaça, dit qu'elle comprenait parfaitement, qu'elle n'était pas vexée, que pour elle cela n'avait aucune importance. Et je la crus, parce qu'en 6 mois, elle n'avait jamais fait la moindre allusion à l'argent, n'avait rien demandé, n'attendait pas de cadeaux coûteux. Elle vivait sa vie, gagnait son salaire, était indépendante et autonome. Avec elle, je ressentis ce qui avait manqué avec Émilie. La paix intérieure, la certitude d'être aimé pour moi-même, pas pour ce que je pouvais donner. Une année passa encore. Agathe et moi emménageâmes ensemble. Elle s'installa chez moi. La vie se stabilisa définitivement. Travail, foyer, être aimé à mes côtés. Je me sentais heureux pour la première fois depuis longtemps. L'argent était là, mais ne définissait plus ma vie. C'était un outil, un moyen, pas une fin. Un soir, nous étions avec Agathe et Damien dans un bar branché. Damien racontait des histoires croustillantes de sa pratique d'avocat. Nous rions de bon cœur. Puis il demanda si je me souvenais d'Émilie.
Je hochai la tête. Il dit qu'il l'avait vue récemment. Elle travaillait comme caissière dans un supermarché en périphérie. Elle paraissait épuisée, vieillie prématurément. Damien ajouta avec un sourire narquois que la vie ne l'avait pas épargnée. Je restai silencieux un moment, puis dit que je n'éprouvais aucune satisfaction malsaine, qu'elle avait reçu sa leçon dure mais méritée, que j'espérais qu'elle avait compris quelque chose, changé. Agathe serra ma main affectueusement, nous regarda avec chaleur. Damien hocha la tête, dit que j'étais devenu plus sage, que l'argent ne m'avait pas corrompu, mais au contraire m'avait montré la vraie valeur des choses. Nous levâmes nos verres à l'honnêteté, aux sentiments authentiques, aux leçons de la vie. Je bus en pensant au chemin parcouru, du type trahi au chef d'entreprise prospère, de la douleur de la trahison au bonheur de l'amour véritable. L'héritage s'était révélé immense, pas seulement par son montant. Il m'avait donné l'opportunité de connaître les gens, comprendre l'essentiel, me trouver moi-même. La 3e année après avoir reçu l'héritage s'écoula. La vie s'était stabilisée, avait pris des contours clairs et nets. L'entreprise se développait solidement. Nous lancions 2 nouveaux projets ambitieux, élargissions l'équipe. J'étais devenu un vrai gestionnaire, prenais des décisions stratégiques, menais des négociations importantes, contrôlais les processus. Les associés me traitaient comme un égal, écoutaient mon opinion avec respect. Les revenus dépassaient maintenant 12 000 € mensuels, mais cela ne provoquait plus d'enthousiasme démesuré. Simplement des chiffres sur un compte, des moyens pour une vie confortable. Avec Agathe, nous vivions en parfaite harmonie. Elle continuait à travailler comme architecte. Parfois, nos projets se croisaient et nous discutions des détails techniques autour du dîner. Elle était mon soutien, ma conseillère, ma meilleure amie. Nous parlions d'avenir, de mariage, d'enfants, sans nous précipiter, mais avec des projets concrets. Les parents des 2 côtés étaient ravis. Ils insinuaient qu'il était temps de se marier officiellement. Je promettais que ce serait bientôt. Je n'avais pas revu Émilie depuis cette rencontre au restaurant. Parfois, je pensais à elle en passant devant des lieux familiers, mais sans douleur, sans colère, simplement comme un épisode du passé révolu. Une leçon qui m'avait rendu plus fort. Damien me racontait périodiquement des ragots, qu'elle avait changé encore plusieurs fois d'emploi, qu'elle vivait seule, qu'elle paraissait malheureuse. J'écoutais et hochais la tête, mais sans m'intéresser aux détails. Le travail exigeait de plus en plus de temps. Nous participions à un appel d'offres pour un gros contrat public, la construction de logements sociaux. La concurrence était féroce. Il fallait préparer une proposition sérieuse et solide. Je me plongeais dans les documents, les calculs complexes, les réunions interminables. Agathe me soutenait, disait qu'elle croyait en notre succès. Son calme se transmettait à moi, m'aidait à gérer le stress écrasant. Nous remportâmes l'appel d'offres. C'était une victoire qui ouvrait de nouveaux horizons vertigineux. L'entreprise obtint une reconnaissance au niveau municipal, un contrat s'étendant sur plusieurs années, la stabilité assurée. Les associés organisèrent une grande célébration, invitèrent les personnes clés, les entrepreneurs, les fonctionnaires importants. J'étais au centre de l'attention, serrais des mains, acceptais les félicitations, me sentais au sommet. Ce soir-là, Agathe et moi étions assis sur le balcon, contemplant la ville illuminée. Elle me félicita chaleureusement, dit qu'elle était fière. Je l'enlaçai tendrement, la remerciai pour son soutien indéfectible, dit que sans elle, je n'y serais pas arrivé. Elle rit doucement, répondit que j'exagérais, que c'était mon mérite, mon travail acharné, ma persévérance. Je secouai la tête. Dit qu'elle m'avait donné ce qui manquait auparavant, la foi en les gens, la foi en moi-même, la compréhension que le bonheur ne résidait pas dans l'argent. Nous restâmes silencieux, écoutant le bruit de la ville. Puis Agathe demanda si je regrettais quelque chose du passé. Je réfléchis profondément. Émilie ? Non, aucun regret. Elle m'avait donné une leçon qu'il fallait apprendre. Ma vie avant l'héritage non plus. Cette existence m'avait fait devenir qui j'étais. Tout s'était déroulé correctement, justement. Chaque étape avait été nécessaire. Agathe hocha la tête, dit qu'elle ne regrettait rien non plus, qu'elle était heureuse que nous nous soyons rencontrés, que j'étais exactement tel qu'elle espérait, honnête, sincère, non corrompu par l'argent. Je souris,
dit que l'argent ne corrompait ni n'améliorait personne. Il révélait simplement ce qu'il y avait à l'intérieur. Chez Émilie, il y avait l'avidité, le calcul mercantile. Chez moi, la quête d'honnêteté, de relations authentiques. L'argent avait simplement révélé cela plus clairement. La conversation dériva vers nos projets. Agathe dit qu'elle voulait des enfants. Pas immédiatement, mais dans les prochaines années. J'acquiesçai, dit que moi aussi je désirais fonder une famille, qu'il était temps de franchir l'étape suivante. Elle me regarda d'un air interrogateur. Je souris mystérieusement. Dit que ce serait bientôt, que je préparais une surprise. Elle rit légèrement, n'insistant pas pour connaître les détails. Le lendemain, je me rendis dans une bijouterie. Je choisis la bague longuement, méticuleusement. Je voulais qu'elle soit spéciale, parfaitement adaptée à Agathe. Pas la plus chère, pas vulgaire, mais élégante, de bon goût. La conseillère m'aida, montra plusieurs options intéressantes. Je choisis une bague avec un petit diamant, forme simple, élégante et raffinée. Je l'imaginai à son doigt et compris que c'était exactement ce qu'il fallait. Je prévoyais ma demande pour le week-end. Je voulais que ce soit beau, mais sans emphase excessive. Je réservais une table dans un restaurant, pas le plus cher, mais avec une bonne cuisine et une atmosphère chaleureuse. Celui où nous avions eu notre premier rendez-vous, symbolique. La bague reposait dans la poche de ma veste, brûlante, me rappelant constamment sa présence. Vendredi soir, Damien appela, dit qu'il fallait se voir d'urgence, discuter d'une question professionnelle. Je fus surpris. Habituellement, nous ne travaillions pas directement ensemble. Il insistait, disait que c'était important. J'acceptai, fixai un rendez-vous dans un café près du bureau. Je prévins Agathe que je serais en retard de quelques heures. J'arrivai au café. Damien était déjà assis à une table. Son visage était sérieux, préoccupé. Je m'assis en face, demandai ce qui se passait. Il resta silencieux un moment, puis dit qu'il avait vu Émilie. Je haussai les épaules, répondis que je savais, qu'il me l'avait déjà dit, qu'elle travaillait comme caissière. Damien secoua la tête, dit que ce n'était pas ça, qu'elle avait tenté de le contacter, trouver ses coordonnées, envoyer un message. Je me tendis, demandai ce qu'elle voulait. Damien sortit son téléphone, me montra l'échange. Émilie écrivait qu'elle voulait me parler, qu'elle avait de sérieux problèmes, qu'elle demandait une rencontre, de l'aide. Damien lui avait répondu qu'il transmettrait, mais sans rien promettre. Il me demanda comment réagir, la rencontrer ou l'envoyer promener. Je restais assis, lisant ses messages attentivement. On y lisait le désespoir, la peur palpable. Elle écrivait qu'elle se trouvait dans une situation difficile, qu'elle ne savait vers qui se tourner, qu'elle comprenait qu'elle n'avait pas le droit de demander quoi que ce soit, mais qu'il n'y avait personne d'autre. Je reposai le téléphone, regardai Damien, lui demandai son avis. Il haussa les épaules, dit que c'était ma décision, mais m'avertit que ça pouvait être une manipulation, qu'elle tentait peut-être à nouveau de m'utiliser. Je réfléchis intensément. D'un côté, je ne voulais pas m'impliquer dans ses problèmes. Elle avait choisi sa voie elle-même, devait assumer les conséquences. D'un autre côté, nous avions été proches autrefois, 2 années ensemble, et une partie de moi ne pouvait simplement l'ignorer. Je dis à Damien que j'acceptais de la rencontrer, de savoir de quoi il s'agissait, puis je déciderais. Il hocha la tête, proposa de m'accompagner par précaution. J'acceptai. Nous convînmes avec Émilie de nous retrouver le lendemain, samedi après-midi, dans un parc, sur terrain neutre. Je prévins Agathe que j'avais une réunion professionnelle. Je n'entrai pas dans les détails. Elle acquiesça, dit qu'elle irait voir une amie dans ce cas. Je l'embrassai et partis avec un sentiment pesant. Je ne voulais pas mentir, mais je n'étais pas prêt à dire la vérité non plus. Je craignais qu'elle comprenne mal. Samedi, j'arrivai au parc. Damien attendait dans sa voiture à proximité, au cas où quelque chose tournerait mal. Je marchais vers le banc où nous avions fixé le rendez-vous. Émilie était déjà assise là. Je ne l'avais pas vue depuis près de 18 mois, et les changements étaient frappants, bouleversants. Elle avait maigri dramatiquement, son visage était émacié, avec de profonds cernes sous les yeux. Ses vêtements étaient simples, bon marché, ses cheveux attachés en une queue négligée. Du lustre d'autrefois, il ne restait plus la moindre trace. Je m'assis à côté d'elle, la saluai.
Elle hocha la tête, sourit faiblement. Nous restâmes silencieux. Puis elle commença à parler, sa voix basse, chevrotante. Elle raconta qu'après la séparation avec Fabien, sa vie avait basculé dans le chaos. Les emplois qu'elle trouvait ne duraient jamais longtemps. Tantôt des licenciements économiques, tantôt des conflits avec la direction, tantôt elle ne parvenait simplement pas à assumer. Elle avait changé 5 fois de poste en 2 ans. Actuellement, elle travaillait à mi-temps dans un magasin. L'argent suffisait tout juste pour sa chambre et sa nourriture. Elle continua son récit, et je l'écoutais en silence. Elle raconta qu'il y a 1 mois, elle avait découvert de graves problèmes de santé. Les examens médicaux avaient révélé une maladie sérieuse, inquiétante. Elle avait besoin d'une opération d'urgence. Avec son assurance, c'était possible, gratuitement. Mais l'attente était de 6 mois, et les médecins disaient qu'il valait mieux ne pas tarder, que c'était risqué. L'opération privée coûtait 10 000 €. Elle n'avait pas cette somme. Elle avait tenté d'emprunter, mais tout le monde refusait. Ses parents étaient retraités, peinaient eux-mêmes à joindre les 2 bouts. Ses amis lui avaient tourné le dos. Elle était complètement seule. Je demandai pourquoi elle avait décidé de s'adresser à moi. Émilie baissa la tête honteusement, dit qu'elle comprenait qu'elle n'en avait pas le droit, que j'étais la dernière personne vers qui elle pouvait venir après tout ce qui s'était passé. Mais il n'y avait aucune autre option. Elle ne demandait pas un cadeau, était prête à formaliser cela comme une dette, à rembourser petit à petit. Elle demandait juste une chance de survivre. Je restais assis, digérant l'information. 10 000 €. C'était une somme importante pour une personne ordinaire, mais pour moi, désormais, ce n'était pas critique, pas insurmontable. Je pouvais donner cet argent sans remarquer la différence dans mon budget. La question était ailleurs. Valait-il la peine d'aider quelqu'un qui avait trahi, manipulé, causé tant de douleur? Émilie me regardait, dans ses yeux se mêlaient supplication et honte profonde. Je demandais directement pourquoi je devrais l'aider. Qu'avait-elle fait pour mériter cela? Émilie tressaillit. Des larmes roulèrent sur ses joues amaigries. Elle dit doucement qu'elle n'avait rien fait, qu'elle ne méritait rien, qu'elle demandait simplement pitié, humanité, qu'elle savait qu'elle avait été horrible, qu'elle avait agi bassement, qu'elle regrettait chaque minute de cette histoire, qu'elle implorait son pardon, une chance de se racheter. Je la regardais et ressentais un mélange d'émotions contradictoires. Pitié pour sa situation, colère qu'elle m'entraîne à nouveau dans sa vie, doute que ce ne soit pas une manipulation. Je dis que j'avais besoin de réfléchir, que je ne pouvais pas décider ainsi sur le champ. Émilie hocha la tête, essuya ses larmes, me donna les coordonnées de l'hôpital, des médecins, dit que je pouvais vérifier ses dires. Elle prit congé et s'éloigna, voûtée, brisée par l'existence. Je retournai à la voiture, m'assis à côté de Damien, lui racontai la conversation. Il grogna, dit que ça semblait vrai, mais que ça pouvait être un jeu, qu'il fallait vérifier, appeler l'hôpital, s'assurer. J'acquiesçai. Nous rentrâmes chez moi. Je sortis mon ordinateur portable, commençai à chercher, trouver la clinique, appeler, me présenter comme un proche, demander des informations sur Émilie. L'administratrice confirma qu'une telle patiente était bien enregistrée, qu'elle avait effectivement besoin d'une opération urgente, que le coût était de 10 000 €. Donc c'était vrai. Elle n'avait pas menti. Elle était réellement malade, avait réellement besoin d'aide. Damien demanda ce que j'allais faire. Je ne savais pas. Je restais assis, fixant l'écran, réfléchissant intensément. D'un côté, elle méritait son sort par ses propres actions. De l'autre, c'était un être humain. Et refuser d'aider quand on en avait les moyens, c'était aussi cruel. Mais si j'aidais, ne reviendrait-elle pas encore? Ne commencerait-elle pas à penser qu'elle pouvait m'utiliser? Damien dit que la décision m'appartenait, qu'il ne conseillerait rien, parce que c'était personnel, que n'importe quel choix serait valable. Aider ou refuser, les 2 options avaient leur raison. Je hochai la tête, lui demandai de me laisser seul. J'avais besoin de réfléchir, de tout peser soigneusement. Le soir, Agathe rentra, vit mon état, demanda ce qui s'était passé. Je restai longtemps silencieux, puis racontai tout. Émilie, la rencontre, la demande d'aide. Agathe écouta attentivement sans m'interrompre une seule fois. Quand je terminai, elle m'enlaça tendrement, demanda ce que je ressentais.
Je répondis honnêtement que je ne savais pas, que j'étais déchiré entre le désir d'aider et la crainte que ce soit une erreur. Agathe resta silencieuse un moment, puis dit calmement que c'était mon choix, qu'elle soutiendrait n'importe quelle décision, mais que de son point de vue, aider était juste, parce qu'il s'agissait de la vie d'un être humain. Même si cette personne avait mal agi dans le passé, cela ne signifiait pas qu'elle devait mourir. Que l'aide ne signifiait pas la réintégrer dans ma vie. Je pouvais aider et fermer définitivement ce chapitre. Ce serait une manifestation de force, pas de faiblesse. J'écoutais ces mots et sentais quelque chose changer en moi. Elle avait raison, profondément raison. Aider ne signifiait pas tout pardonner et la réintégrer dans ma vie. C'était simplement un acte d'humanité. J'étais riche, je pouvais me le permettre. Émilie était au fond du gouffre. Elle avait besoin d'aide. Si je refusais qu'il lui arrivait quelque chose, je vivrais avec ce poids toute ma vie. Si j'aidais, je clôturerais cette histoire avec la conscience tranquille pour toujours. J'enlaçai Agathe, la remerciai pour son soutien, dis que j'avais décidé, que j'allais aider, mais à mes conditions. Après cela, nos chemins se sépareraient définitivement. Elle hocha la tête, m'embrassa, dit que je prenais la bonne décision, qu'elle était fière de moi. Le lendemain, j'appelai Émilie, dit que j'étais prêt à aider. J'entendis dans le combiné un sanglot de gratitude. Je l'interrompis, expliquai les conditions. Je paierais l'opération directement à la clinique, pas d'argent en main propre. Après l'opération, nous ne nous verrions plus, ne communiquerions plus jamais. C'était de l'aide, mais pas un retour dans ma vie. Elle accepta tout. Sa voix tremblait de soulagement. Je pris congé et raccrochai. Le lundi, je me rendis à la clinique, signai le contrat, réglai l'opération. L'administratrice dit qu'Émilie serait hospitalisée cette semaine, l'opération dans 5 jours. Je hochai la tête, laissai mes coordonnées au cas où quelque chose serait nécessaire. Je sortis de la clinique avec un sentiment d'accomplissement, de complétude. J'avais fait ce que je pouvais, le reste n'était pas entre mes mains. Le soir, Émilie m'écrivit, me remerciait profusément, disait que je lui avais sauvé la vie, qu'elle ne l'oublierait jamais, que je serais dans ses prières toute sa vie. Je lus le message et ne répondis pas. Je ne voulais pas poursuivre la communication. J'avais fait mon devoir. Maintenant, ma conscience était en paix, totalement apaisée.